Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés et nous sommes disponibles, comme vous le savez, sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Beaucoup d'expérience sur le plateau de Flashback aujourd'hui concernant notre deuxième invité. Depuis plus de 20 ans, son nom est reconnu et circule abondamment sur la scène du nightlife, spécialement associé à nombre d'événements rave électroniques, lui dont la spécialité musicale se veut techno, trance et progressif. Sa longue expérience sera mise à contribution aujourd'hui afin d'analyser le sujet de sa chronique, les différences entre événements rave de l'an 2000 et aujourd'hui. Donc, pour conclure l'émission, nous recevrons le sympathique Carl Gilbert, DJ Carl, chaotique. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, son sport favori est pour lui synonyme d'oxygène. Il entreprend une 16e saison à RDS dans une carrière qui s'étale jusqu'ici sur 31 ans. Fier père de 3 jeunes baseballeurs qui connaissent du succès et toujours aussi passionné et occupé. Il vient aujourd'hui nous donner ses nouvelles, parler de choses et d'autres et évidemment discuter de son sport de prédilection. Avec nous, celui dont le nom est associé au baseball depuis toujours, du réseau des sports, l'éternel Mark Griffin. Bonjour Marc. Salut, salut. C'est une façon de dire l'éternel, finalement, de te traiter de vieux sans que ça paraisse. J'avais compris. C'était pas subtil. Okay. Marc, tu entreprends une 16e saison à RDS, ouais. 31e au total. Tu étais à 4 saisons à l'époque. Ma question, as-tu encore une certaine adrénaline? Parce qu'on dit souvent que la journée où tu n'auras pas d'adrénaline et tu ne seras pas nerveux avant d'entrer en onde, c'est peut-être là que ça va aller moins bien. Mais ça se déroule comment avec toi, Marc? Mettons le rituel d'avant-match. En fait, pas beaucoup de nervosité, mais c'est... Tu sais, lorsqu'on l'entend, là, OK, on entre en onde, puis le match commence, il y a toujours cette fébrilité-là, OK, là, on a un match. Puis, tu sais, au baseball, tu sais jamais quel genre de match tu vas voir, tu sais jamais ce qui va se passer. Tu sais pas quand tu vas finir? Non, ça c'est vrai. On sait à l'heure ça commence, on sait jamais à l'heure que ça va finir, malgré que maintenant, avec un peu de cadran, on essaie, mais ça va bien. C'était une belle réussite. Mais tu sais, au baseball, tout peut arriver, puis c'est ça qui est le fun. Dans un match donné, un lundi soir, des équipes moins connues, ça peut devenir aussi... Mais as-tu encore une certaine nervosité? Une certaine adrénaline? Ben oui, adrénaline, inévitablement. Là. Nervosité, là, c'est différent. Je pense qu'avec les années, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est quand on s'en va faire une émission, un match, et qu'on n'est pas nerveux, c'est là qu'on doit se parler et se dire, on va se mettre dedans. Une journée, peut-être qu'on est un petit peu moins, un petit peu plus fatigué. Tout est dans la préparation aussi. Lorsque tu es préparé, tu peux anticiper pas les mauvais coups, mais exemple, 8-0 après une manche. OK, là, il faut sortir nos histoires pour garder un peu d'intérêt. Oui. Mais sinon, lorsque tu es bien préparé, je trouve que ça enlève justement cet aspect nervosité-là. Un dossier qui fait peur, mon cher Marc, maintenant. Le 1er décembre, c'est la fin de la convention collective du baseball majeur. Un lock-out peut-être à venir. C'est un mauvais souvenir pour nous, les partisans des Expos. On se rappelle tous de 1994. Un point de discorde, évidemment, c'est la mise en place du fameux plafond salarial contre la volonté de l'association des joueurs. Et la dernière fois fut de décembre 21 à mars 22. Qu'est-ce qui s'en vient, Marc? Dur de prédire, mais au moment où on se parle aujourd'hui, c'est sûr que ça ne regarde pas bien. Mais on a presque un an. La convention se termine effectivement au mois de décembre. Mais il faut penser que la saison commence fin mars, début avril. Fait qu'on a à peu près un an pour s'entendre, puis il faut s'entendre. Parce que la Série mondiale l'année dernière a été exceptionnelle, tant au Canada qu'aux États-Unis, les codes d'écoute l'ont démontré. C'est merveilleux. La Classique mondiale, je ne sais pas si tu as suivi la Classique mondiale, mais ça a été phénoménal partout. Mondialement, c'était extraordinaire. Les changements, on l'a parlé tantôt, le cadran, la zone de prise électronique, tous ces changements-là font en sorte que les gens apprécient. Ça ravive l'intérêt. Ça ravive, il y a de l'intérêt. Écoute, les gens dans les stades sont de plus en plus jeunes. Je ne parle pas de code d'écoute, je parle des gens dans les stades. Et ça, c'est bon signe. C'est très bon signe. Donc, le baseball vit des bons moments, même au point où on disait, est-ce que c'est en train de dépasser la NBA? Bon. Tout ça pour dire que si tu vis des bons moments, tu as enfin atteint peut-être des partisans, tu es allé chercher des partisans, et là, tu vas gâcher ça par une grève. Puis, faut-il le dire, il y a beaucoup d'argent dans le baseball. Mais là où il y a trop d'argent, on en parlait avant l'émission, mais il y a des problèmes. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que, ce que je trouve plate, là, puis les deux, là, autant les propriétaires ne s'entendent pas super bien, c'est-à-dire qu'il y a des propriétaires extrêmement riches, mais qui dépensent les revenus, alors que tu as des propriétaires qui dépensent beaucoup moins les revenus, qui sont
évidemment partagé. Comme les Pirates. Comme les Pirates de Pittsburgh, entre autres choses. Et chez les joueurs, vous savez, là, je ne vais pas rentrer dans trop de données, là, mais tu as seulement 5 à 6 des joueurs qui font 25 millions et plus. C'est pas la majorité qui font ce salaire-là. Je sais que tout le monde parle des salaires de Otani, de Vlad Guerrero, mais ils font pas pitié, là. Ils font 3 millions. Ils font vraiment pas pitié. Mais ce que je veux dire, c'est que les représentants, souvent, de l'association des joueurs, ce sont les gars qui font 25 millions et plus. Fait que je trouve qu'on devrait essayer d'aller chercher plus la masse dans l'association des joueurs. Tu me fais penser à une question que j'avais pour plus loin, que je t'ai déjà posée et que je pose à tous les intervenants du monde du sport qui viennent à Flashback. Avec 60 joueurs qui font 20 millions américains et plus par année dans la Ligue de baseball majeure, est-ce qu'on est rendu finalement à répondre à la fameuse question, est-ce qu'il y a trop d'argent dans le sport professionnel? Je pense que la réponse finalement, c'est oui. Bien, tu sais, je veux dire, c'est un produit qui se vend. À un moment donné, tu sais, c'est dur, mais c'est que j'ai compris les joueurs dans les années 70 de créer l'association des joueurs. Parce qu'à l'époque, les propriétaires commençaient à faire de l'argent, mais les joueurs en faisaient vraiment pas beaucoup. Alors, il fallait justement ramener ça un peu pour dire « Hey, c'est nous autres qui donnent le spectacle, on peut-tu avoir une partie de l'argent? » C'est vrai, mais aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est nécessaire de faire 30 millions par année? C'est comme le balancier rendu trop de l'autre côté. Exact. Alors, on est passé de Maurice Richard qui doit travailler l'été pour compenser ses fins de mois à des joueurs et je pense que ça joue contre un peu l'image du sport professionnel. Mais c'est-tu parce que toi, tu es propriétaire puis tu fais vraiment, vraiment beaucoup d'argent qu'il faut que tu donnes tout cet argent-là à tes joueurs? Tu comprends? C'est qu'à un moment donné, il y a une certaine limite. Puis, je veux dire, il y a des arguments de chaque côté. Là. Je ne suis pas en train de prendre d'un côté comme de l'autre, mais je ne peux pas croire qu'on ne trouvera pas un terrain d'entente qui va faire en sorte que le sport va continuer au lieu d'aller... Imagine-toi, là, en 94, il n'y avait pas Internet, où il y avait très peu d'autres, tu sais, des choix autres. Là, aujourd'hui, en 2026, 2027, oublie ça. Là. Presque trop. Donc, l'instauration peu probable d'un plafond salarial, ce ne serait pas nécessairement la fin de la domination des Dodgers. Il n'y a pas que qui dépensent en fou. J'ai la liste des 5 pires. Là. Los Angeles, évidemment, 396 millions. Les Mets à 361. Les Yankees à 325. Les Phillies à 310. Et les Jays à 302. Donc, tout le monde dépense. Mais faut-il... Dans les équipes de on dépense, de haut absolument, niveau. on dépense. Mais regardez le partage de revenus. Les Dodgers font beaucoup, beaucoup d'argent. Ils dépensent 70 à 75 de revenus. Ils l'injectent à nouveau dans leur équipe. Alors, si toutes les équipes pensaient un peu comme ça, on n'aurait peut-être pas l'écart qu'on a actuellement. Parlons maintenant famille, parce qu'une des vocations de l'émission Flashback, c'est de faire découvrir les gens derrière le statut. On va parler de Henry Hank, qui est rendu à 23 ans. Et là, il va avoir 23 ans. Il va avoir 23 ans, sa 4e année à l'université. Oui. C'est terminé son stage avec les Ducs. Oui. Ça s'est terminé avec un championnat. Et félicitations aux Ducs. 3 ans en ligne, c'est quelque chose. Donc, c'est le marché du travail qui attend ton arrêt-court, Hank. Bien, écoutez, c'est sûr qu'il aimerait ça continuer à jouer au baseball. Il a fait ça toute sa vie jusqu'à maintenant. Mais là, il va avoir 23 ans au mois de juin. Là, il a hâte de... Bien évidemment. Commencer sa vie. Ben oui, c'est ça. Hâte d'être un peu plus indépendant. Et puis c'est normal. Puis je pense qu'il y a une belle maturité. Il est rendu là. Puis je pense que les années de baseball l'ont beaucoup aidé aussi. Là. Et il y a Léo, qui est à sa 2e année, qui a subi une fracture, malheureusement. Lui, c'est un champ-centre. Qu'est-ce qui se passe avec Léo? Bien, là, Léo, effectivement, il est présentement en réhabilitation. Il va malheureusement manquer une bonne partie de la saison. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'étant donné qu'il n'a pas joué un certain nombre de matchs, il va pouvoir retourner l'année prochaine comme un sophomore, comme une 2e année. Même si techniquement, ça va être sa 3e année, puisqu'il va avoir raté pratiquement une saison complète. Alors, autrement dit, il va pouvoir récupérer la saison qu'il a perdue. On lui souhaite. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Et Eddie, pour les intimes, 17 ans, Académie de l'Ouest comme receveur. Ça va être une saison pour lui afin de se faire valoir. Bien là, lui veut suivre les traces de ses frères, veut aller chercher une bourse d'études, aller jouer dans les collèges. C'est ce qu'il vise. Alors, il y a déjà quelques petits appels à gauche, à droite. Fait que j'aime ça. Grosse saison pour lui, un gros été là, qui s'en vient pour justement montrer ce qui s'est passé. C'est ta plus grande fierté, je pense. Tes 3 fils en santé, 3 fils qui réussissent. Ben oui. Puis moi, je leur demandais souvent, parce que les 3 ont choisi le baseball. Les 3 avaient du talent dans d'autres choses. Henry est un très, très bon joueur de hockey. Léo, c'est un skieur, ma foi, naturel. Edmond, tout ce qui touche,
ça fonctionne. Mais ils ont choisi le baseball. Fait que souvent, je leur posais la question, choisissez pas le baseball pour votre père. Il faut que ça vienne de vous autres, parce que là, à un moment donné... Soyez libres. Alors, il y en a qui ont réfléchi plus que d'autres, mais à un moment donné, c'est ça qu'ils voulaient faire. Puis, alors, évidemment, je suis bien heureux. Là, de voir tes enfants grandir ainsi, ça te ramène aussi, ça c'est un âge important, 20 ans, 19 ans. Ouais. Est-ce que ça te rend parfois nostalgique? Est-ce que ça te ramène à ton passé ou, exemple, au début avec Émilie et tout ça? Ben oui, moi, je trouve ça le fun. Moi-même, écoute, à 17 ans, je suis parti à Vancouver à l'époque. Il y avait une nouvelle académie de baseball à Vancouver. Je suis parti là-bas, je voulais faire ça. Puis là, ironiquement, mon fils le plus vieux a fait un peu la même chose. Il est parti, lui, en Alberta. Fait que oui, ça te ramène, c'est sûr. Là, tu essaies de les aider le plus possible parce que ce que j'ai vécu de plus négatif, ben, tu essaies de leur dire, regarde, va pas dans cette direction-là, essaie d'autre chose. Fait que l'expérience que papa a vécu. Ben oui, c'est le fun, c'est vraiment. Donc, ça te ramène aux années 80. Toi qui connais tous les titres des chansons, spécialiste de dance music, mesdames, messieurs, on l'a constaté avant l'émission avec notre deuxième invité. Marc a vraiment plusieurs cordes à son arc, spécialement musicalement. Marc, je suis bien curieux de voir ta réponse à cette question, toi qui as une expérience dans les deux milieux. Moi, c'est ce que je pense. Évoluer dans les médias avec le rush d'adrénaline d'avant-prestation, une certaine pression, c'est ce qui se rapproche le plus de disputer un match de baseball devant des estrades? Oui. Pour le rush d'adrénaline? Pour les gens qui ne comprennent peut-être pas cet aspect-là. Bien, moi, je vais vous dire... En fait, là, lorsque tu es... C'est un peu inexplicable, hein? Lorsque tu es un frappeur, tu te présentes au bâton dans un stade plein devant un lanceur... un futur membre du Temple de la Renommée, par exemple, là, tu te présentes au bâton. Puis c'est cette espèce de jeu d'échecs-là entre lui, entre le frappeur et le lanceur. Même dans les ligues mineures, même le tournoi de balle avec le beau-frère et la belle-sœur des estrades. Demandez à quelqu'un qui joue pioui, le petit gars, puis il va me dire, hey, c'est le fun. J'arrive au bâton, là, puis on s'installe. Il y a comme cette espèce de... Puis c'est pas évident lorsque tu quittes le sport. Tu recherches un peu cette espèce de... Ben oui. Alors, c'est sûr que les médias, faire des matchs à la télévision ou à la radio, puis moi j'ai commencé, c'est Jacques Doucet à la radio, puis à l'époque c'était Michel Villeneuve à la télévision, puis plus tard ça a été Denis Casavant et compagnie, mais oui, tu vas chercher un peu cette... surtout lorsque tu fais un match de série mondiale où tu es sur place, puis là tu es assis là, puis le match, puis là on dit « OK, on est en ombre, là tu pars la machine. » J'ai beaucoup de tournois de haut niveau de baseball, beaucoup de balles molles. Et même, il y aurait juste 500 personnes dans les estrades. Il y a quand même de l'adrénaline présente et c'est plaisant. Et c'est la même chose avec le micro. C'est la même chose avec le micro parce que tout le monde peut te juger aussi quand tu es un frappeur, d'être un joueur, d'être un lanceur. On peut... Bon, alors, c'est la même chose en ondes, hein? Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Des fois, tu en échappes une, puis... oups! Ça va être remarqué. Il y a quelqu'un qui va te le faire remarquer. Marc... c'est sûr que de travailler dans les médias, on voit le bon côté des choses, mais y a-t-il un aspect peut-être insoupçonné du métier que toi, personnellement, tu trouves un peu exigeant? Exemple, tu pourrais me parler du trafic quand tu vas au centre-ville. Mais y a-t-il un aspect de tes fonctions qui est plus exigeant pour toi, peut-être avec les années? Bonne question, très honnêtement. Pas beaucoup. Non? Pas beaucoup. Mais j'adore, tu me fais réfléchir, j'aime ça. C'est une question qui te fait réfléchir, c'est intéressant parce que tu me fais voir un côté que j'avais pas, j'avais pas pris attention. C'est sûr que le trafic, tu parles de ça à l'époque des expos, aller dans le tunnel de La Fontaine, des choses de même, c'était pas évident. Mais c'est une bonne question, puis pour moi, c'est pas un travail. Ce que je fais n'est pas un travail. Moi, tu me demandes... C'est ce que Roger disait toujours. Bien, là, tu sais... La journée d'un match, bien là, je vais aller lire sur ce qui se passe chez les Red Sox qui jouent contre les Yankees. C'est pas un travail. Tu comprends? Oui. J'aime ça. Alors, je lis ça, puis là, j'arrive préparé, puis là, je présente un match, surtout quand c'est des matchs Yankees-Red Sox ou impliquant les deux équipes, ou juste une, mais tu sais qu'il y a des amateurs qui vont regarder. Il y a beaucoup d'amateurs au Québec qui suivent ces deux équipes-là. Fait que, tu sais, c'est ça qui t'amène. Tu sais, parce que c'est assez simple. Je veux dire, moi, là, on le fait du studio, c'était pas mal plus agréable. En fait, je vous dirais, tiens, tu me fais réfléchir. À l'époque, là, ce qui était le plus dur, là, je vais peut-être te surprendre par ma réponse, c'est le voyagement. Quand je suivais les expos... il y a du décalage horaire par ça. Non, c'est juste éloigné de ton épouse. Tu pars... Quand je suivais les expos, les 162 matchs, tu pars au camp d'entraînement le 15 février, et tu dis à ta vie avec les amis, tout ça, là, on se revoit à l'automne. On se revoit tard à l'automne.
Alors, de voyager au début, c'est le fun. Tu voyages dans les hôtels, les vols nolisés. Là, c'est les big leagues, hein? C'est le fun. Mais là, ça fait 5, 7, 8, 10 ans que tu le fais. Sur là, le long terme. Tu vas à Cincinnati 4 fois dans l'année, c'est moins sexy que ça l'était au début. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça devenait un petit peu... Puis moi, je me souviendrai toujours, rapidement, là, c'est que j'étais un très jeune commentateur, moi, à l'époque. 26 ans, j'ai commencé avec les Expos. Et j'allais voir durant les délais de pluie, j'allais parler aux autres commentateurs des autres équipes qui étaient tous un peu plus vieux que moi. Puis je me suis mis à jaser. Puis à chaque fois, je leur posais, c'est quoi le plus grand regret, mettons, de ce métier-là? Et ils me disaient tous la même chose. J'ai pas vu mes enfants grandir. Il y en a qui sont devenus alcooliques parce qu'il y a un paquet de facteurs. Fait que, sur le coup, moi, ça m'avait secoué. Puis c'est resté dans ta mémoire. Ça m'est resté dans ma mémoire. Et là, heureusement ou malheureusement, c'est cela, les expos sont partis. Fait que ma vie a comme un peu basculé. Puis là, ben, je trouve ça le fun parce que là, je peux faire un match à RDS puis aller coucher chez nous le soir. Exact. Alors, j'ai pas eu... Mais le voyagement, là, puis, tu sais, Roger, Jacques, Claude Raymond, qui ont fait ça pendant des... Ils ont donné une partie de leur vie. Ils ont donné une partie de leur vie parce que c'est... Mais ça, on n'y pense pas parce qu'on entend à la radio « Bonsoir, elle est partie ». C'est un beau moment, mais il y a beaucoup avant, il y a beaucoup après. Ben, c'est ça. Fait que la famille est... Mais ça va m'amener à la saison morte qui, dans le fond, dure 2 mois. C'est décembre-janvier. C'est ça, la saison morte. Ouais. Donc, toi, ben, tu passes ton temps beaucoup dans l'Ouest canadien, au sud de Calgary, avec Edmond, le plus jeune. Et les randonnées pédestres en montagne, avec ton épouse Émilie, ben, je pense ça, un peu de musique, ça t'aide à, ah, oui. Il faut changer la donne. Il faut décrocher. Puis tu as raison de dire qu'il n'y a plus de saison morte. C'est une expression qui n'existe plus vraiment parce que avant, la Série mondiale se terminait, on fermait les livres jusqu'au camp d'entraînement, alors que là, ben, tu sais, le baseball, en fait, tous les sports ont compris qu'on va garder ça. Alors, aller monter des petites montagnes dans les Rocheuses de temps en temps, ça fait du bien. 2 ou 3 petites questions avant la pause. On va accélérer le rythme puisque nous sommes bousculés par le temps. On va parler justement de la classique mondiale, mon cher Marc. Ça a l'air maintenant qu'on ne peut pas se saluer si on n'est pas de la même nationalité. Un certain Big Dumper, Cal Raleigh, qui refuse à son coéquipier Randy Arozarena. Et ça a fait une petite histoire. Je veux savoir qu'est-ce que tu en penses, parce qu'à une certaine époque, tu rencontrais un joueur des Canadiens, rencontrais un joueur des Bruins dans un bar. Ça se peut que ça aurait mal tourné. Mais en 2026, qu'est-ce que tu penses de ça? En 2026, c'est ridicule. Le gars... T'as pas aimé? Une équipe... Non, je n'ai pas aimé du tout. Du même club, en plus. C'est une famille, une équipe. Tu passes, hein, on parle de commentateurs, mais les joueurs, t'es 162 matchs, tu passes ta vie avec ces gars-là, c'est ta famille. Et oui. Et là, juste parce que c'est le goût du pays, moi, je trouvais ça ridicule, personnellement. OK. Maintenant, des matchs importants qui se terminent sur une mauvaise décision de l'arbitre au marbre, comme on avait en demi-finale entre les États-Unis et la République dominicaine. Est-ce que c'est le temps, finalement, d'avoir en permanence des machines comme arbitres? Bien là, on l'a dans le baseball majeur. Ça fait des années que je parle de ça. Oui. Moi, je suis enchanté que le baseball majeur ait décidé cette année d'avoir la zone de prise électronique. Et là, je pense que la classique mondiale, on voulait avoir un échantillon un peu plus grand. Alors qu'on savait que la saison de baseball du baseball majeur allait l'utiliser. Alors, on a vu clairement que la prochaine classique mondiale va avoir la zone de prise électronique. Il s'agira de savoir est-ce que ce sera 2 contestations ou 3 contestations, ou il y en a qui disent pourquoi on a la technologie, on pourrait utiliser carrément à 100% une reprise électronique. Mais pour l'instant, je pense que le système est bon. Moi, j'ai adoré ce que j'ai vu depuis le début de la saison. Question un peu sur les goûts personnels de Marc. Encore ici, j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire. Aimes-tu la mode des couleurs vives et fluo adoptée par plusieurs équipes dernièrement dans les ligues majeures? J'haïs pas, moi. As-tu une paire d'espadrilles fluo? Ben, écoute, j'ai tourné une émission qui s'appelle Baseball Academy, qui est présentée à RDS. Oui, et là, ils nous ont équipés en fluo, pas à peu près. Fait que moi, je trouvais ça beau. J'avoue que quand je l'ai mis sur moi, c'était comme OK. Ben, les Red Sox sont très traditionnels d'habitude. Ouais. C'est sûr qu'au début, ça faisait bizarre, mais c'est beau. Mais je trouve que le baseball avait besoin de ça. Oui, ben oui, attirer des jeunes. Je trouve ça le fun. Puis là, les jeunes qui voient ces couleurs-là sur Fernando Tatis Jr., ben, sans regarder un match, mais ils vont aller sur leurs réseaux sociaux et partager ça. Fait que je trouve que on est en 2026, c'est correct. Moi, je pense, Marc, que tu es le modèle de quelqu'un qui a une belle vie bien remplie, autant familiale que professionnelle. On vieillit tous. Est-ce qu'on peut affirmer, sans détour, que Marc Griffin est plus heureux que jamais? Oui.
Oui, c'est une bonne... oui, parce que tu l'as dit tantôt, mes enfants sont en santé, j'ai une famille extraordinaire. Oui, c'est absolument. Et un mariage de 30 ans? Pas tout à fait 30 ans, là. On est à 24, 25 ans. Ça commence à être rare, mettons, de nos jours. Oui, mais ça, c'est... moi, j'ai été chanceux dans la vie. Et comme tu le disais précédemment, là, on n'est plus en 1994, la société a beaucoup évolué. Aimerais-tu avoir 20 ans aujourd'hui? Ben, on aimerait tous avoir 20 ans, toujours rester à 20 ans, là, mais selon moi, mais c'est sûr que je sais pas la façon... Tu sais, on a grandi dans un contexte X, là, c'est un contexte Y. Si on ne sera pas évident... Il y a du plus, il y a du moins. Exactement. On se serait débrouillé, maintenant. Marc, un exercice que tu as fait plusieurs fois dernièrement. On va s'attarder à tes prédictions de champion de division. Et très simplement, je vais nommer l'équipe que tu as choisie dans chaque division et tu me dis par une phrase pourquoi, c'est Okay. tout. Tout le monde l'a écouté ailleurs. Les Red Sox de Boston, pourquoi? Ben, j'aime ce qu'ils ont fait, mais ça va être tellement serré entre les Red Sox, les Yankees et les Blue Jays. C'est presque du pile-ou-face. C'est du pile-ou-face. Les Tigers. Terex Skubal avec Framber Valdez. J'aime beaucoup leur gérant A.J. Hinch. Et McGonigal. Et McGonigal, qui est un jeune à surveiller. Il est pour de vrai. Il est pour de vrai. Les Mariners. Mariners, moi, je trouve que c'est l'équipe à surveiller parce que tous les joueurs... Sont dus. Ils sont tous entre le 27 et 30 ans, qui est parfait pour le baseball. Autant lanceur que joueur de Comme position. une pêche. Exact. Aimes-tu les pêches? J'adore les pêches. Ton fruit favori? Non, pas nécessairement favori, mais je les aime. Non, mais c'est quoi ton fruit favori? Oh, mon Dieu, je les aime Tiens, tous, tu manges tous les jours? Pommes, bananes tous les jours. Après ça, ben, on varie. Les Braves, maintenant, d'Atlanta. Ouais, ça, c'est un petit peu un coup de dé du côté des Braves parce que j'aime bien les Phillies, mais je sais pas, je sens pas nécessairement pour les Phillies. Mais je trouve que là aussi, on est mûr. Acuna, Olsen, plus en santé qu'avant aussi. Les Cubs. Les Cubs, ben, l'arrivée de Bregman puis quelques bons lanceurs. Les divisions centrales, là, ça peut varier beaucoup. Hein. Mais je pense que les Cubs ont la meilleure équipe. Il y a un équilibre. Exact. Et évidemment, je ne sais pas pourquoi je te pose la question, pourquoi les Dodgers? Ben, pas les Rockies, en tout cas. Mais ben, les Dodgers, c'est la meilleure équipe. 3-3? On avait deux petites failles durant la saison morte. On les a comblées par les deux meilleurs joueurs disponibles. Moi, j'ai aimé le commentaire d'un des joueurs quand ils ont remporté la Série mondiale. Il dit, on n'a pas joué de façon extraordinaire, mais juste assez de façon constante pour battre nos adversaires et remporter. Et ça vient dire comment ils sont talentueux, pactés en bon québécois. Ouais. Tu te contentes de jouer comme il le faut et tu remportes le championnat. Mais ça approche de... Ça a passé proche de ne pas être le cas l'année passée. Un peu de tristesse, on ne peut pas passer à côté. Nous avons perdu un monument au niveau du baseball, mais aussi au niveau de la ville de Montréal, Roger Brulotte. Tu n'étais pas vraiment collaborateur avec lui, puisque c'est un peu une compétition, dans le sens que lui travaille baseball dans un réseau et toi dans l'autre. Je sais que tu n'étais pas nécessairement proche de Roger, tu le respectais, mais aurais-tu une anecdote qui reflète qui était Roger? Ben, j'étais quand même assez proche de Roger, dans le sens qu'on s'est, écoute, on se fait 30. Non, mais je veux dire, tu n'allais pas souper avec. Non, c'est vrai. Ben, on a voyagé beaucoup ensemble, mais c'est sûr que Roger, c'est un personnage. Puis, je dis ça de façon très positive. C'est un gars, là... Ça fait penser à Harry Carey à Chicago. Oui, mais Roger, là, l'histoire de Roger, là, puis je l'ai raconté à quelques reprises, là, mais lorsque les Expos lui ont demandé d'être commentateur, parce que Roger fait plein de choses avec les Expos. Hein, dans le département de recrutement, il a été dans le marketing, il a fait un paquet de choses avec l'UP, puis tout ça. Bon. Mais on a dit, Roger va mettre de la couleur. Est-ce qu'il a mis de la couleur? Ah. Puis lui, il a compris. C'est comme ça. Puis les gens ont aimé ça. Fait que lui, là, il a fait aimer le baseball et les expos de l'époque par des générations de personnes. C'était encore le cas aujourd'hui. Fait que moi, j'admire ça. Je trouve que là, lui, là, il a pris la fenêtre qu'on lui a donnée, puis il l'a défoncé, puis c'est extraordinaire. J'ai eu une relation tantôt proche, tantôt moins proche avec lui. C'est une des personnes avec qui j'ai travaillé qui m'a fait le plus de compliments sur mon travail. Et c'est quand la personne n'est plus là qu'on réalise. Il m'a appelé 10 jours avant de mourir, lui qui ne voulait pas de visite. Et je vais toujours rester sur l'impression. J'ai manqué l'appel, j'ai rappelé, il était à l'hôpital. Et j'avais parfois des discussions très vives avec lui, parce que lui était fortement partisan du Canadien des Expos. Si j'avais le malheur de mentionner quelque chose qui allait à l'encontre de ça. Ça se poursuivait sur le texto à la maison. Ça pouvait durer 1 heure ou 2. Et la dernière fois que je l'ai vu, je m'en rappelle, c'était au stade Flavio Prata.
Il était venu me voir aussi parce que là, j'étais animateur, annonceur ce soir-là. Encore des bons mots. Toujours très gentil avec moi. Et je vais toujours me rappeler de Roger comme étant un exemple. Pour moi, c'est un exemple professionnel qui a travaillé jusqu'à la fin, 79 ans. Il faut le rappeler. Puis, rappelez-vous que tout le monde a son souvenir de sa première rencontre avec Roger. Tu as l'impression que tout le monde a eu sa photo avec Roger. Oui, exact. Ça démontre à quel point il était prêt. Puis l'autre affaire, c'est qu'il n'y a pas besoin de nommer son nom de famille. Ah oui. Tu dis Roger, puis tout le monde Ou tu le taquinais, tu l'appelais Roger. Oui, bien là, il n'aimait pas. Oui, il détestait ça. Mon cher Marc, c'est toujours un plaisir de te recevoir ici à la Ripaille. On va prendre une petite pause, ça ne sera pas tellement long, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant, justement, qui vous attend ici. On vous offre d'excellentes assiettes, et ce, 7 sur 7. Et notre spécialité inoubliable, la pizza au four à bois. N'est-ce pas, Marc? Parce que je pense que tu en manges à chaque fois. Oui, je vais aller goûter encore une fois aujourd'hui. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Et je vous rappelle que nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un analyste baseball du réseau des sports de longue expérience, Mark Griffin. Toujours autant d'activités, tant sociales que musicales, chaque week-end à la Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours, au programme. Ce soir, mercredi 1er avril déjà, dès 18h, vous êtes invité à une autre soirée chansonnier, et cette fois avec un invité surprise, auteur-compositeur connu, dont on va garder l'identité secrète jusqu'à son arrivée. Et pour l'instant, nous allons tout simplement le surnommer Monsieur Lapp, comme nous le disait hier le propriétaire Yves. Il sera donc accompagné pour l'occasion de son guitariste Martin Lemay. Un vaste répertoire donc qui vous attend, une ambiance chaleureuse ici, comme à tous les mercredis, et le tout est gratuit. Spéciaux également ce soir sur le pichet à 20 $ seulement et la poutine à 8 $. Et demain, jeudi, le 2 avril, 19h30, c'est la formation officielle de la Ripaille qui vous attend sur le Powerhouse Band pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis. Un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène, donc apporter micro et instruments de musique pour l'occasion, des musiciens d'expérience qui vous attendent sur place pour un plaisir musical assuré. Et bonne nouvelle, plutôt rare de nos jours, encore une fois, l'entrée est tout à fait gratuite le jeudi. Puis vendredi, c'est notre soirée karaoké. Beaucoup de plaisir encore à prévoir. Puis, c'est ce samedi, 4 avril, 20h, qu'aura lieu le spectacle tant attendu, Hommage à Offenbach. Seulement 35 $ pour une soirée explosive de hits classiques avec le groupe marquant de l'histoire du rock québécois. Plusieurs excellents artistes sur scène afin de livrer des reprises avec grande précision. Les billets sur lepointdevente.com. Donc, samedi à ne pas manquer, Hommage à Offenbach. Par ailleurs aussi, n'oubliez pas une nouveauté ici à la Ripaille, déjà depuis quelques mois, l'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis. Les dimanches dès 11h, venez dîner ou déjeuner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement, avec Daniel Paradis à l'animation. Donc, comme vous pouvez le constater chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts à la Ripaille de Repentigny, et ce, depuis 1975. Sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites, et pour certaines familles, c'est carrément un drame, et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est presque 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, qui est le 582-6706. Mon cher Marc, autre question où j'ai hâte de voir ta réponse. Tom Brady laisse entrevoir une possibilité de retour au jeu à 48 ans. C'est mal perçu par la direction de la NFL. Donc, plusieurs athlètes comme ça ne savent pas, diront certains, décrocher. Plusieurs exemples. Si tu te rappelles, Jim Palmer, oui. Après 7 ans d'inactivité, s'est essayé au camp d'entraînement des Orioles en 91, en vain. Le retour, évidemment, spectaculaire de Guy Lafleur avec les Rangers en 88, en 88-89. Mario Lemieux. Mats Naslund, pour les gens qui l'ont oublié, a fait un retour d'une saison avec les Bruins de Boston, 5 ans après avoir été inactif de la Ligue nationale, et Claude Lemieux, qui a fait un retour avec les Sharks de San Jose 6 ans après sa retraite. Chapeau. Lui, il voulait voir s'il était encore capable. Et évidemment, Gordie Howe, qui a joué jusqu'à 52 ans. Est-ce qu'on doit savoir décrocher? Qu'est-ce qui se passe avec ces athlètes-là? Oui, écoute, c'est pas évident. Mais tu sais, lorsque tu es athlète, surtout un gars comme Tom Brady, qui a connu beaucoup de succès, puis tu as l'impression que tout ce qu'il a touché, il a gagné. Moi, je pense qu'il pourrait encore.
Puis probablement qu'il y a un peu de pression de son entourage, puis il voit ce qui se passe sur le terrain, puis il regarde ce qui... Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose, là. Tu sais, puis Guy Lafleur, Guy Lafleur, c'est... Ils ont quelque chose à prouver. Jacques Plante est revenu à 46 ans avec les Oilers dans la MH. Il l'a dit, je vais encore prouver que je suis le meilleur. Et il est encore très bon, 46 ans. Ben, écoute, c'est sûr que je ne sais pas si c'est eux-mêmes qui veulent se prouver ou le plaisir d'aller compétitionner. Sûrement pas l'argent. Non, sûrement pas l'argent. Mais Jim Palmer le disait, lui, en 91. Il dit, je vois les contrats mirobolants, je veux faire de l'argent. Ben, d'ailleurs, ça n'a pas marché, son affaire. Non. Mais, tu sais, pour le plaisir d'aller... Tu sais, on parlait tantôt là, de cette fébrilité-là, cette nervosité-là, cette façon de compétitionner. Tu as le goût peut-être de recommencer encore. Là, c'est là que je vois dans le cas de Tom Brady, mais moi aussi, je ne serais pas surpris si jamais ça fonctionnait. Tu pourrais essayer? Non, pas moi. OK. Est-ce que c'est vraiment un avantage, mon cher Marc, d'avoir joué à un niveau supérieur pour être analyste, ce qu'on appelle maintenant, depuis un certain temps, des joueurs analystes, qui connaissent peut-être plus les dessous subtils de ce qui se passe quand c'est le temps de faire une analyse, la compréhension des comportements, notamment face à la pression. Est-ce que c'est un avantage d'avoir joué à un certain niveau? Et je pense que oui, parce que à quelque part, on a vécu un peu ce que les gars tu sais, ce que je vois, ou un passage à vide, ou un problème de ci, un problème de ça. On l'a tous passé à travers. Fait que c'est sûr que ça doit aider. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne l'a pas fait n'est pas un bon analyste. Absolument pas. Oui, parce qu'il faut quand même savoir s'exprimer. Oui, oui. Puis il y a des choses aussi que, tu sais, que moi, j'ai vécu des choses, mais eux ont vécu d'autres choses dans leur vie. Toi, tu as vécu une blessure majeure. Oui. Donc, si tu vois quelqu'un se blesser, tu as peut-être un point de vue autre que quelqu'un dans sa réhabilitation, qui est observateur. Ouais. Mon cher Marc, question philosophique. Est-ce que le fait de remporter un championnat dès sa première saison pour une recrue peut avoir une incidence finalement négative sur le reste de sa carrière, dans le sens que le désir de vaincre va être un petit peu moins présent? Je penserais pas. Non? Je penserais pas. Mais par contre, il faut que tu saches l'apprécier. Quand tu fais les séries ou tu te rends en série mondiale, apprécie-le parce que tu ne sais jamais si tu vas être de retour. Okay. Puis chaque joueur qui a vécu ça, l'exemple que tu as donné, très tôt dans leur carrière, arrive en série mondiale, gagne ou perd. Oups, là, tu réalises 7-8 ans après que c'est la seule fois que tu es allé, puis tu veux y retourner. Fait qu'à la limite, je pense que ça pourrait même servir de motivation pour la suite. Tu es analyste, pourquoi pas du play-by-play? Est-ce qu'on te l'a offert? Je l'ai déjà fait lorsque... Pour remplacer? Non, écoute, lorsque j'ai fait la radio des Expos, Jacques Doucet avait fait ça pendant, vous savez, 33 ans, là. Mais Jacques décrivait manche 1, 2, 3 et 7, 8, 9. Je pense que je me rappelle de ça. Alors, nous autres, que ce soit Roger, que ce soit moi ou que ce soit Claude Raymond, on était les alanistes à ce moment-là, on décrivait les manches 4, 5, 6. Alors, j'ai fait de la description pas mal sur les deux, près de 3000 matchs que j'ai fait en carrière, peut-être, là, j'en ai fait quand même quelques-uns comme descripteur. Je n'haïs pas ça du tout, là. Mais sauf que, bon, dans le contexte actuel, tu es un analyste puis tu es un commentateur. On va parler des Dodgers et des Yankees un peu par la bande, faire une analogie avec le hockey. D'accord ou pas, on aura beau dénigrer pour une question monétaire, mais dans le sport professionnel, gagner un championnat, c'est un exploit, mais rester au sommet, c'est ça le défi. Et c'est pour ça que les gens qui dénigrent les Dodgers, parfois, j'aurais tendance à vous dire, vous ne comprenez pas ce que c'est que le sport professionnel, parce que de faire lever le gâteau avec parfois des égos, des gens qui font beaucoup d'argent, et les convaincre de suivre la ligne de pensée, pas toujours évident. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'avance là? Que le défi, c'est de rester au sommet, c'est pas d'en gagner juste une. C'est comme le défi n'est pas d'atteindre le baseball majeur, c'est d'y rester. Tu comprends? Alors, de l'atteindre, de gagner une fois, c'est super, mais de gagner 2, 3, 4 années consécutives, c'est tout un exploit parce qu'il y a des, tu l'as dit, il y a des égos, il y a des joueurs qui sont différents, il y a des blessures qui rentrent en ligne de compte, il y a ci, il y a ça. Alors, le vrai défi, puis tout le monde s'ajuste à toi aussi. Alors, c'est comme une carrière. Un jeune qui arrive, tu sais, les McGonagall, on en a parlé tantôt, il va arriver, ça va bien. Et lorsque les lanceurs vont s'adapter à lui, est-ce qu'il va être capable, lui, de se réajuster par la suite? Il y en a qui disent aussi le gang de deuxième année. Sophomore jinx. Ça, c'est vrai. Et ça j'y crois. Ah oui. J'ai hâte de voir Demidov l'an prochain. As-tu une collection de cartes sportives, Marc? En fait, j'ai beaucoup de cartes. Mais pas juste des Don Ross puis des Fleer. Non. En fait, je peux pas dire que je suis un collectionneur. Okay. Je le regrette un petit peu. Je parle pas juste de cartes. Parce que, tu sais, j'ai joué avec Mike Piazza, avec Pedro Martinez. J'ai joué avec des gars qui sont au temps de la rue de Tu aurais pu faire signer tes cartes. Ben, j'aurais que, tu sais, comme, à un moment donné, Mike Piazza, il disait, veux-tu un bâton? Ben non, j'en ai assez.
Ah, c'est ça. J'ai pas pris le bâton de Mike Piazza. Ou Pedro, j'ai un gant. Non, écoute, lui, il en a besoin de plus que Et moi. Mike Piazza, qui était un de mes favoris. Alors, mais j'ai des beaux souvenirs. J'ai très, très beaux souvenirs. Confrontation épique avec Roger Clemens qui relance le bâton. Ouais. Série mondiale 2000, New York, New York. Mike Piazza, Subway Series. qui était un choix de 62e ronde, vous imaginez? Oui. Ouais. Marc, on va procéder rapidement. Question rafale. Il nous reste 2 minutes. Ouais. J'aime bien faire la section choix personnel, un peu bizarre. Comme stratège, Sparky Anderson ou Dick Williams? Oh boy, Sparky Anderson. Comme closer, Mariano Rivera ou Dennis Eckersley? Mariano. Comme DH, frappeur désigné, O.C. Canseco ou Mo Vaughn? Mo Vaughn. Comme bras, canon au champ droit, Dave Parker ou Ellis Valentine? Tu peux pas aller contre Ellis. Okay. C'était phénoménal. Il y a Bo Jackson qu'on oublie aussi. Non, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais Ellis... Parce que tu as vu Bo Jackson, les jeux. Carl Ripken, que j'ai déjà interviewé, ou Ozzie Smith? Ben, c'est ça, c'est une colle. Ça, c'est pas facile. Je vais y aller avec Carl parce que moi aussi, je l'ai rencontré à quelques reprises. Puis quel charmant. Pas Ozzie Smith l'est pas, là. Mais c'est 2 styles tellement différents, en plus. 3 ans, 126 millions. La transition du 3e but à l'arrêt court, au 3e but plutôt de l'arrêt court, n'est pas facile pour Beau Bichette avec les Mets. Est-ce que ça va se replacer? Pas défensivement, mais à l'attaque, oui. OK. Bien, merci. Je te souhaite beaucoup de travail encore à RDS, comme toujours, cet été. Évidemment, on va pouvoir t'écouter sur les ondes d'RDS plusieurs matchs. Est-ce que tu travailles ce soir? Non, en fait, pas ce soir. C'est un des rares mercredis. En début de saison, là, il y a beaucoup de conflits horaires dans la grille horaire, justement. Mais habituellement, c'est tous les lundis, mercredis, dimanches, assurément, là, sur les ondes d'RDS. Je te souhaite une superbe saison. Évidemment, on se souhaite un autre long parcours avec les Jays. Merci de ta présence appréciée à l'émission, comme à chaque année. Je pense que ça fait 5 ou 6 ans. On en parlait avant l'émission. À bientôt sur un terrain probablement d'une équipe de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Merci, Marc. Toujours un plaisir, Steve. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classique de barbier, de teinture et de mèche, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel, avec ou sans rendez-vous, situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny, numéro de téléphone dans le 450-582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Maintenant, je parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. Depuis quelques années, les gens prennent conscience de l'importance d'une saine alimentation pour une bonne santé. Et la solution simple, c'est Pur Keto, un marché d'alimentation unique, spécialisé en alimentation faible en glucides notamment. Pur Keto est parfait pour maintenir ou revenir à un poids santé. Depuis 6 ans déjà, Pur Keto vous offre fraîcheur et qualité. Des produits variés également, des prix, des plats, dis-je bien, prêts à manger, équilibrés. Parfait aussi pour diabétiques. Expertise et courtoisie, toujours au rendez-vous. Nos prix sont compétitifs et par ailleurs, pour des conseils judicieux et un accompagnement vers votre réussite, le sympathique propriétaire Patrick, qui a lui-même perdu 160 livres, c'est quelque chose. Toujours sur place pour vous guider. Donc, pour aller de l'avant avec votre santé, Pur Keto, 358 Notre-Dame, local 130 à Repentigny, 450-582-8888. Pour votre santé, chez Pur Keto, on a ce qu'il vous faut. Maintenant, pour un coaching individuel ou en entreprise, parlons croissance personnelle et professionnelle. Vous sentez qu'il est temps d'avancer, de changer et surtout de ramener la passion au cœur de votre parcours. La solution simple et surtout efficace, c'est Sylvie Côté, surnommée la passionnatrice. Sylvie Côté est une femme dynamique présentant un CV académique et un vécu conjugué à son talent naturel de communicatrice, idéal pour atteindre votre plein potentiel. De multiples formations sont offertes avec doigté pour un progrès assuré, une approche personnalisée afin de travailler sur son pouvoir intérieur et ainsi faire face aux défis et enjeux au quotidien. Plainte de clients difficiles, motivation défaillante, atteinte des objectifs de vente et civilité, éthique au travail. Sylvie Côté vous redonnera assurément énergie et motivation afin d'être l'élément productif au sein d'une équipe qui passera au niveau suivant et supérieur. Vous n'avez qu'à consulter Sylvie Côté au 514-862-9842, l'adresse courriel
scc@sylviecoté.com. Sylvie Côté, la passionnatrice, un service pour ceux qui agissent. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Toute sphère d'activité musicale, culturelle évolue et c'est le cas notamment du nightlife et des productions musicales offertes aux adeptes. Le sujet de la chronique de notre invité s'adresse aux nostalgiques ainsi qu'aux plus jeunes. Les différences entre événements rave de l'an 2000 et aujourd'hui. Il est mieux placé que quiconque pour en parler. Sa vaste expérience témoigne de son talent. Pour analyser la question avec nous, celui dont la musique ne laisse personne indifférent, Carl Gilbert, DJ Carl Chaotique. Bonjour Carl. Allô, Steve. Ça va bien? Ça va super bien, toi. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir l'invitation. de te recevoir, toi qui affiches toujours un beau sourire. Carl, avant d'y aller avec ta chronique, je t'envoie un petit peu dans la nostalgie. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent, point de vue nightlife et musique de l'an 2000? Plein de choses. Je sais que tu vis dans le présent, que tu regardes devant, mais est-ce qu'il y a des choses qui te manquent, peut-être? Oui. Tu sais, dans le fond, les premiers raves qu'on faisait... C'était magique. C'était magique, mais tu sais, c'était le côté secret. On savait pas... Tu sais, 24, 48 heures d'avance, on savait où ça allait être. Tu sais, il y avait cette excitation-là, cette adrénaline-là. Moi, quand j'ai commencé à faire des raves, j'étais pas encore DJ, mais c'est ça qui m'a mis un petit peu dans le bain. Aujourd'hui, avec, on va en parler plus tard, avec les réseaux sociaux, avec... tu sais, il y a moins ce petit côté-là, secret. Moins mystérieux. Ouais, mais j'ai encore toujours autant de plaisir à mixer. Qu'y a-t-il dans un événement de plus qu'une sortie en boîte traditionnelle? En fait, il y a une énergie. Moi, je dis souvent, nous, les DJ, les artistes, on crée des souvenirs. Ah, j'aime ça. On crée des souvenirs. C'est pas juste de monter la vibration de l'endroit, c'est que les gens vont s'en rappeler en plus. Tout à fait. On crée des moments. Puis ça a toujours été. Donc, ouais, c'est le contexte a beaucoup changé depuis les 20-25 dernières années. Mais encore aujourd'hui, on crée des moments, on crée des souvenirs avec la vie d'aujourd'hui, avec le stress, la pression. Les gens viennent à nos événements, puis pour le temps d'une soirée, d'une nuit, on oublie tout, puis on se crée des moments. Donc, ta chronique d'aujourd'hui, les différences entre événements rave en l'an 2000 et aujourd'hui, je pense que ton premier point, tu vas nous parler de technologie, de table tournante et de vinyle et tout ça. Oui, dans le fond, on tombe un petit peu dans la nostalgie. On tombe un petit peu dans la nostalgie. Donc, évidemment, j'ai amené quelques petits trucs, là, wow. des petits vinyles. Donc, moi, j'ai commencé à mixer sur des vinyles, sur des Technics SL 1200. C'est des J3000 et les SL 1200. Ouais, donc on a passé des tables tournantes au CD. Qui sautent. Hein? Ça dépend tout le temps de la qualité des CD puis comment tu les graves. Donc, on achetait la musique sur Internet. Transition difficile? Non. Parce que mixer, c'est mixer. Okay. Tu sais, les médias, puis évidemment avec les clés USB. Okay. Mais quand même, ça l'a changé radicalement notre travail. Tu sais, avant, on était dans les... Pour le mieux? Oui puis non. Tu sais, dans le fond, chaque période avait ses avantages, ses inconvénients. On allait dans les magasins pour aller acheter des vinyles. Puis là, il fallait que tu soudoies le gérant pour avoir des trucs exclusifs. Mais c'est vrai. C'est non, très je vrai. Le sais, j'ai tout vu ça. Donc, tu sais, juste faire les moules. Les privilèges. Faire les moules pour faire des vinyles, ça coûte 8-10 000 $. Donc, tu sais, les étiquettes, les labels, avant de signer des artistes, tu sais, ils filtraient, la qualité était tout le temps bonne. Hein? Aujourd'hui, c'est la musique qui est numérique. Ça coûte plus rien, là. Donc, il y a évidemment... Plus claire, mais moins vivante. Ouais, ouais. Mais en fait, elle est tellement plus riche, par exemple, la musique. Okay. Avec la technologie, la musique est plus pleine, il y a plus d'énergie, il y a plus de nuances, il y a plus de couleurs. Mais c'est ça. Tu sais, avant, là, t'allais chez le disquaire en importation,
t'essayais de te démarquer des autres parce que c'était les vinyles pour tout le monde. Là, aujourd'hui, il y a 90% de mauvaise musique maintenant parce que ça coûte plus rien. Donc, quand tu n'es pas capable de te faire signer sur un label, bien évidemment, les gens partent leur propre label. Et évidemment, malheureusement, ça fait en sorte que des fois, la qualité est un petit peu moins. Donc, ça fait en sorte qu'on a 10 fois plus de boulot qu'avant. Parce que là, il faut éplucher, il faut écouter. On passe des heures et des heures à chaque semaine à écouter les nouvelles sorties. Puis là, tu dis, ah ouais, celle-là, il faut que tu essaies de trouver la petite perle. Donc, tout le travail que les labels avaient avant, ben, ça a été transféré à nous maintenant, les DJ. Évidemment, avec la technologie, il n'y a pas juste la musique, il y a aussi les équipements. Comme tu as dit, on est passé de Technics, les tables tournantes. Et point de vue rave, ça fait une différence pour le DJ. Oui, bien, en fait... Cette technologie-là. Oui. Ça lui donne des avantages, mais pour celui qui arrive du passé, peut-être que la transition n'est pas nécessairement automatique. Bien, peut-être, mais moi, là, j'ai... Tu sais, honnêtement, une transition, là, ça n'a aucunement changé. Tu sais, la technique... en fait, les outils qu'on a ont changé. Mais la transition en tant que telle, on fait tout le temps une cinquantaine de mouvements à chaque transition. Une cinquantaine de mouvements. Oui, à chaque transition, on fait 50 mouvements avec nos mains. Mais, tu sais, il y a toujours, évidemment, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Mais c'est sûr que aujourd'hui, là, on est loin là, des tables tournantes où tu ne voyais pas le BPM, où tu n'avais peu ou pas d'outils pour travailler. C'était vraiment 100% oreille. Puis moi, j'ai eu la chance de connaître ça. Donc, ouais, parce que toi, tu connais une carrière qui a débuté rapidement, fulgurant, le départ vraiment canon. Es-tu prêt pour ton deuxième point? Ben oui. Parce que je pense qu'on va en mettre encore sur le dos des réseaux sociaux. Oui, ben grosse différence ben, la avec grosse il y a 25 différence. ans. Il y a 25 ans, 20-25 ans, je me souviens quand on faisait des raves là, au début des années 2000, milieu des années 2000, on avait toute l'attention des gens. Les gens, on était le centre de la soirée. Tu sais, grâce à des Tiesto, à des Paul Oakenfold, on est sorti des clubs, des bars, on est allé dans des entrepôts, on est allé dans des arénas, on a fait des ballons blancs, des grands déploiements. Mais les DJ, on était au centre de l'attention. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de Shazam, il n'y avait pas de médias sociaux, des gens qui prennent leur téléphone puis qui te filment d'en face. Donc, on vivait As-tu de la le difficulté moment. avec ça? Non, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Puis, c'est sûr que moi, je suis quand même chanceux. J'ai la chance de faire des beaux événements. Donc, tu sais, là, on est souvent sur des grosses stages. Ouais, donc là, surélevé. ouais, Plus difficile d'avoir le téléphone dans le visage. Ouais, mais... Fais-moi jouer cette toune-là. c'est ça. Madonna. C'est ça, les demandes spéciales. Mais les gens aussi... Tu sais, ça a des beaux côtés, les réseaux sociaux. Les gens sont plus éduqués. Si tu t'en sers comme il faut, Tout à fait. c'est merveilleux. Donc... Spécialement Facebook. Ça change notre travail. Ça change notre travail, il faut s'adapter. Donc, c'est sûr, c'est ça. Tu sais, avant, on était... Tu sais, moi, j'ai connu, tu sais, des fois, dans certains bars, il y avait une petite salle noire avec un petit trou, tu pourrais regarder le monde, puis personne ne voyait mixer. Moi, quand j'ai commencé, là, on était vraiment au cœur. On était T'as au commencé centre. dans le bain. Oui. Puis là, on avait 100% de l'attention des gens. Tout le monde était centré vers le DJ. Puis, un petit peu comme Marc le disait tantôt là, dans son entrevue, tu sais, même si on se prépare, il y a une adrénaline avant de jouer. On est excité. Ben, c'est une des raisons pour qu'on joue. Ben oui. D'aller chercher ce rush d'adrénaline-là. Je t'envoie une idée, j'aimerais que tu commentes. Certains DJ parlaient de la vieille musique de jadis, dernièrement. Ils disaient qu'aujourd'hui, il y a moins de build-up. Moins de crescendo, moins de... Tu sais, je sais que toi, tu es dans le progressif, mais moins de ça. On est beaucoup comme ça. Et moi, je trouve qu'il y a un peu trop de lignes droites dans la musique d'aujourd'hui. Effectivement, il y a moins de build-up. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben moi, je pense que ça dépend tout le temps, évidemment, des styles. Moi, je suis dans la musique électronique. Je suis pas dans la musique populaire, traditionnelle. Pas dans le top 40. Donc, mais moi, dans mon genre principal de trance, il y a tout le temps de la progression. Oui, c'est ça.
Donc, on pour regarde, toi, ça ne change rien. Ben, Tu ne vois pas de changement notable. il y a 10-15 ans, le techno était beaucoup plus linéaire qu'il est aujourd'hui. Oui. Donc, il y a plus de progression un Donc, petit peu. c'est vrai, oui puis non. C'est vrai, oui, puis non. Mais moi, ce que je pense qui change beaucoup la donne, moi, je me souviens au début, quand on faisait des événements là, de 12-15 Ouais. heures, tu sais, on travaillait ensemble, tous les DJ. On voulait vraiment là, créer un genre de En vibe, équipe. créer une histoire. Puis tu sais, tu savais que toi, tu jouais là dans la soirée, puis l'autre, il t'amenait là, puis toi, tu partais de là, puis t'allais à l'autre. Cette dynamique-là, elle a radicalement changé. Aujourd'hui... On est beaucoup dans la compétition, l'individualisme. En fait, c'est beaucoup, malheureusement, puis je parle surtout au niveau là, des DJ internationaux, tu vois, dans des gros festivals, il y a, tu sais, dans le fond, les DJ les plus populaires veulent les set times, les périodes les plus intéressantes. Puis ça fait en sorte que c'est très, très, très saccadé. L'énergie, tu sais, tu vas avoir un super DJ, après ça, tu vas en avoir un très populaire, mais qui va jouer plus bas, ça va casser la... Oui, Donc, je suis d'accord il n'y a avec pas toi. ce build-up-là qu'il y avait dans le temps. Mon cher chaotique, suite à nombreuses discussions et entrevues que j'ai faites avec des DJ, là, ça devient incalculable, là, le nombre de discussions ou d'entrevues que j'ai pu faire. Les raisons qui reviennent le plus souvent sur le ralentissement et la chute du nightlife. Pas mon point de vue, ce que j'entends comme si c'était un sondage. Il y a 5 raisons. Tu pourras commenter. La sévérité du point 08 est venue jouer, changer la donne. Le prix de l'alcool dans les clubs, ça, je l'entends souvent. On ne cruise plus en personne. Ça, je trouve que moi, c'est un des points les plus principaux. La cigarette, du début des années 2000, interdite dans les clubs. Le gros fumeur, là, il veut pas ça. Fait qu'il y a une partie des gens, ne serait-ce que 15 20 là, on ne peut plus fumer dans le club. Ben moi, j'y vais plus. Il y en a plusieurs. Ça, je l'ai entendu souvent. Et la COVID, est venue carrément, ça, c'est la cerise sur le Sunday pour changer nos mœurs. Les gens sont bien à la maison. On le constate. On fait des événements parfois, puis il n'y a pas beaucoup de monde. C'est sûr que si tu fais un événement à la fin mars, c'est moins sexy qu'en été ou au mois de décembre. Mais on note que les gens, entre guillemets, sont peut-être plus casaniers, d'autres diraient sauvages. Es-tu d'accord avec ça? En partie. Ouais. En partie, je pense qu'il y a plusieurs éléments de la réponse. Je peux jamais avoir raison, c'est ça? Continue. Mais je crois que dans le fond, il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'un des facteurs importants, c'est l'économie en général puis l'inflation. Ah oui, le prix de l'alcool, le prix du gaz. Oui, bien en fait, le prix de tout. Puis ça fait en sorte que la classe moyenne est rendue maintenant pauvre. Donc, oui. je pense qu'il y a une question économique. Moi, j'ai la chance de jouer avec des DJ internationaux. Le coût des DJ internationaux a explosé. On parle de 25 à 50 fois plus cher qu'il y a 10, 15, 20 ans. Hein, un DJ comme Tiesto, comme Armin, il y a 20 ans, on parlait là, de 15, 20 000 Là, c'est 100 000. Pardon? 400 000 Aïe, aïe, aïe. Tu sais, entre 3 400 000. David Guetta, c'est 450, 500 000 US par prestation. Donc, évidemment, là, la seule façon... Pas besoin de jouer au baseball pour faire t'as pas l'argent. besoin de... mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, ça va directement dans le prix des billets. La seule façon de... Oui, c'est monter, booster les prix, Ben, c'est l'alcool qui vient sauver la mise. diluer l'alcool. En fait, c'est pas ce que je veux dire, mais la vente d'alcool dans les clubs, c'est pour ça que les after hours, c'est plus difficile. Ouais. C'est pour ça que les balles en blanc n'existent plus. Il n'y a pas d'alcool dans ces événements-là. J'ai hâte de voir ta réponse à cette question. On va se plaindre souvent des changements, comme on en parlait dans le nightlife, la musique, les clubs depuis quelques années. Mais au-delà des différences, qu'est-ce qui demeure inchangé, intact? Bien, j'en ai parlé un petit peu. Dans le fond, la technique, même si ma technique de mixage, elle a beaucoup évolué, une transition, ça demeure une transition. Donc, tu essaies avec 2 chansons, 2 tracks, d'en faire une seule. Et quand tu réussis une transition parfaite, là, c'est comme si c'était la même chanson qui continuait. C'est ça. Nous autres, on est chanceux, les DJ, on entend toutes. On entend tous. Puis on s'entend nous, on entend les autres aussi. Donc, Oui.
les équipements ont changé, la technologie a changé, le contexte d'affaires a changé, mais une transition, c'est tout le temps une bataille, une bagarre où on veut que deux chansons soient parfaitement Intéressant. beat to beat. Intéressant. Question personnelle au DJ de longue expérience que tu es depuis 2005. Dans ta longue carrière prolifique, y a-t-il un moment où peut-être un DJ modèle ou une situation vécue qui t'a transformé comme DJ? Dans le fond... Quelque chose que tu as vu ou que tu as vécu, puis ça a peut-être été bénéfique pour toi même. Bien, dans le fond, moi, dans mon temps, il n'y avait pas d'école de DJ. J'ai tout appris, essai-erreur, en regardant, en essayant. À un moment donné, avec ta feuille de route, tu viens faire des plus beaux événements. Puis quand tu commences à jouer avec des DJ internationaux, c'est là, que tu step up, comme on dit. Là. C'est là que tu vas hausser, juste en voyant comment ils travaillent, en les observant. Puis là, on entend tout, mais là, tu vois tout aussi comment ils procèdent. Tu sais, là, c'est fou comment, quand tu travailles avec des top DJ, comment tu t'améliores aussi. Ben oui. Donc, c'est aussi des fois, là, tout le côté... j'ai eu la chance de jouer avec Armin van Buuren une dizaine de fois. Ça pousse. Oui, mais Ça pousse quelqu'un. la plupart des top DJ, là, c'est des bonnes personnes, c'est des gens qui sont généreux dans les conseils. sont restés eux-mêmes. Généreux dans les conseils. Des fois, le succès peut monter à la tête de certaines vedettes, certains artistes. La plupart sont restés eux-mêmes. Oui, les grands de ce monde sont généreux et simples. Faire une récapitulation un peu de ta carrière, parce que tu n'avais pas l'intention d'être DJ au début. Tu étais professeur de step qui voulait de la musique électronique justement pour ce que tu faisais. Ta vie a changé tout à coup. Tu as joué au Stéréo, Bal en Blanc 2014, Festival Hillsonic, l'Escapade à Ottawa, un autre festival, le City Gas, le Newspeak, le 1234 qui est devenu le 5, beaucoup de rave évidemment, des événements, oui, comme je le dis, 2010, l'Eclipse Nightclub, le Red Room, le Penthouse sur la rue Saint-Denis, le Circus, 14 ans, je pense, le Circus, ça c'est quelque chose, une résidence de 14 ans. 2013, ben, ça a été l'explosion avec le Beach Club. Est-ce que l'appellation rave est dépassée? Non. D'ailleurs, demain soir, j'ai un super rave de 8h le soir à 8h le matin. Mentionne-le, on va aller à la pause avec ça. Manade, on est malheureusement sold out, tronche. On va être 800 000 personnes. On est au Stéréo, c'est sold out. Donc, je joue au Stéréo demain. Je joue au New City Gas avec Infected Mushroom samedi. Wow. New City Gas, 30e anniversaire de Infected Mushroom. Puis je joue à l'Urgence. Ah, ben, hey, c'est dimanche, merveilleux. petit week-end. On va peut-être se voir. J'adore l'Urgence des clubs. On va prendre une petite pause, mon cher Carl Chaotique. Fort intéressant comme entrevue. Je vous rappelle donc que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'Éternel Ripaille de Repentigny, qui est un bar, salle de spectacle des plus appréciés, mais également un restaurant au menu au service de grande qualité. Et je vous rappelle aussi que nous sommes présentement en compagnie d'une figure connue du nightlife événementiel, Carl Gilbert, soit DJ Carl Chaotique. Maintenant, l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shawna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite notamment, et les régimes évidemment d'assurance vie. Tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Et les connaissances vastes en finance de Shawna vous aideront pour sûr à garder le cap ou redonner justement de l'ampleur à votre situation financière. Donc pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fier, l'excellente Shawna Astin, 438-878-6504. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus du milieu. L'atelier de mécanique Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif, et ce à des prix compétitifs. Un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Donc, Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450-470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité.
très important, ça approche à grands pas. Je vous parle maintenant d'une soirée bien spéciale, un spectacle qui sera assurément haut en couleur et qui sera présenté le 18 avril prochain à Lévis, dans la région de Québec, à la salle L'Anglicane, et qui devient un partenaire de l'émission Flashback. Donc, la production exclusive Nocturne Enchantée, un soir seulement, qui sera dirigée par l'excellente Élodia Alexandre, chanteuse et pianiste, professeure de musique également, d'expérience, qui sera sur scène avec son orchestre de 5 musiciens, 2 pianistes. Donc, une autoproduction de jazz de grande qualité, un feu roulant de reprises et de compositions pour une soirée magique dans un univers de fées enchantées avec costumes et danse, un événement rythmé à vivre à fond. Donc, d'Edith Piaf à Frank Sinatra en passant par Ella Fitzgerald, plus de 20 titres au programme. Donc, pour une soirée mémorable, unique, le 18 avril prochain à Lévis, Nocturne Enchantée, seulement 250 places, un spectacle qui va rester assurément gravé dans nos mémoires. Les billets disponibles sur le www.elodiaalexandre.com. Mon cher Chaotique, hiver ou été, est-ce que ça a une incidence sur la réussite d'un événement? C'est sûr, c'est sûr. Les tempêtes de neige, les moins 40, ça Le mois peut de mars, décourager. le mois de novembre à éviter comme date, selon moi, et début janvier, après les fêtes. C'est sûr que tu vas avoir moins de monde. Ouais. Tu es d'accord avec ça? L'été, les festivals, il fait beau, on est dehors, pas de vestiaire. Rapidement, as-tu un autre point que tu voudrais nous mentionner sur ta chronique avec les différences Rave 2000 et 2026? En fait, on l'a abordé un petit peu. Le fait qu'il y ait la technologie, le fameux sync, on ne fera pas le procès du sync, ça fait en sorte que devenir DJ, c'est beaucoup plus accessible. J'y songe. Donc, en fait, je faisais des stats. Là. Il y a 8 millions Wow. 900 000 DJ, 8 millions 900 000 DJ au Québec. Tu l'es-tu? Ben voyons donc, toi. Oui. Moins un. Donc, moins un. Voyons donc. Au moins sur la planète. On va tomber dans les questions rafales. Tu me réponds par un nom, un mot ou une phrase. Qu'est-ce qui est le plus important, la performance musicale des différents DJ dans un rave ou beaucoup le décor de l'endroit? Ben, moi, je pense que c'est plus l'ambiance qu'on crée, mais le décor est important. Oui, hein? Ouais. 50-50? Non, mais ça prend les deux. Maintenant, sur une note un peu plus personnelle, tu es le DJ qui donne l'exemple. Plus de 150 jours sans boire. Oui? Difficile? Non. Non? Tu as passé l'étape des roches? Oui? Ben, j'en ai même pas vraiment eu. OK. Plus difficile en vieillissant de se coucher tard, mon cher Chaotique? Non. Non? Tu n'es pas rendu là Je encore? dors pas. Serais-tu d'accord avec un événement no phone on the dance floor, événement sans téléphone, où tu l'as peut-être déjà vécu? On le vit très souvent dans les parties manades. On le fait. Est-ce que c'est mieux? Toujours, ben oui. Au stéréo, c'est interdit. Dans les Trans Unity de Monkey Business, je suis maintenant le propriétaire. On n'a jamais ces no phone. Puis c'est un courant qu'on voit qui gagne en popularité là, depuis quelques années. Ta définition bien personnelle d'un terme un peu flou, parfois surutilisé, que veut dire, selon toi, underground? Moi, je pense que c'est le contraire de commercial. Donc, c'est des trucs que tu peux pas entendre à la radio. Que Mystérieux. Tu peux seulement... Pardon? Mystérieux. Ben oui, mystérieux, mais surtout là, non commercial. Donc, Okay. des trucs qui sont plus difficilement accessibles. Ton plus beau souvenir, l'endroit où tu as joué, un événement qui était le plus marquant pour toi, le plus vibrant? Clairement, mon premier ballon blanc. Ah, D'ailleurs, oui? j'ai encore Tu l'as mon gardé? lace, je l'ai gardé. Ah. 2014, Tu es superstitieux. comme plein d'artistes. Mais j'ai eu la chance d'en faire 4. Quand on parle de musique, une expression peut-être, je trouve, trop facilement employée. Pour toi, ça veut dire quoi, être authentique? Ben, c'est être soi-même. Oui, mais C'est ça veut dire soi-même. quoi? Ben, c'est... Musicalement? En fait, c'est... Pas vendre son âme pour le top 40? Dans le fond, je pense que c'est hyper important, c'est d'avoir sa propre identité. Pas jouer la musique que les gens veulent entendre, c'est jouer la musique qu'on pense qu'ils veulent entendre. OK. C'est être soi-même. Encore à ce jour, qu'est-ce que la musique t'apporte en premier, personnellement? Des moments, des souvenirs, La une joie de satisfaction, du plaisir. Je suis un passionné comme la plupart des artistes. C'est une drogue légale, la musique. Ah, drogue légale, j'aime ça. Aimes-tu le blues? J'aime toute la musique. OK. Rock, country, disco, Motown. Country un petit peu moins, dubstep, pas Encore nerveux avant des prestations? Paquet de nerfs ou très calme? excité.
Ah, j'aime ce que tu excité. dis. Est-ce que le métier de DJ demande finalement constamment d'être sur le piton? Toujours. Prêt à tout. Comme dans plein d'autres domaines. As-tu une crainte par rapport à ta spécialité, par rapport au métier de DJ face à l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle fait juste faire ce qu'on lui dit de faire dans des temps records, mais tout l'aspect création, tout l'aspect... je me sens pas très menacé. Qu'est-ce qu'il y a de si attirant pour toi dans la musique techno? En fait, dans la musique électronique, je dirais en général, ben dans le fond, surtout un DJ, c'est le DJ trance qui va parler, c'est la mélodie. C'est les mélodies, c'est l'âme d'une chanson, la mélodie. C'est sûr que, tu sais, les percussions, mais la mélodie, c'est ça qui vient me chercher. Est-ce qu'on apprend encore, dernière question, après tant d'années? Bien sûr. Oui. On apprend toujours. Ça vient avec l'humilité aussi. Non, mais on apprend toujours, puis tu penses maîtriser, puis moi, pendant la pandémie, moi, je joue à peu près à 2 fois par mois, à tous les mois, dans des gros événements, parce que je veux attirer du monde. Et pendant la pandémie, j'ai joué quasiment à 2-3 fois par semaine sur Twitch. Donc, puis étonnamment, je m'améliorais incroyablement. c'est quoi le pire défaut du DJ en un mot? Ou une phrase? Ben, je pense... tu sais, là, si je regarde les DJ que j'aime moins, tu sais, c'est ceux qui sont là pour flasher, qui sont pas là pour les bonnes raisons. Ah, j'aime ta réponse. Ton prochain événement, si tu veux le mentionner? Ben, demain soir, Tronche ou Stéréo. OK. Manal Production, Tronche, party privé. Samedi, New City Gas. Parfait. Infected Mushroom. Dimanche, l'urgence. OK. Merci, comme toujours, de ta présence à l'émission. C'est un plaisir instructif. Je te souhaite un super été, beaucoup de musique et à très bientôt, DJ Carl Chaotique. Merci d'avoir été des Merci nôtres. beaucoup. Très Toujours un gentil, plaisir. Carl. Maintenant, pour une écoute active, une cause que nous avons à cœur ici sur Flashback. Si vous avez des idées noires, il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. Je donne quelques numéros de téléphone. Le 1-866-APPEL. Il y a telle aide dans le 514-935-1101, tout simplement le 988. Un gros merci au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme, et pour cause, l'incontournable quand on parle d'imprimerie, de graphisme, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est surtout 351 Notre-Dame, en face... juste ici, tout près. Un service varié, très professionnel. Donc, Pixel, le numéro de téléphone 450-654-9944. Ici Stevie Ray. Merci à nos 2 invités. À la semaine prochaine.